Président, chère présence. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la énième fois pour votre présence et plus précisément en fait un vendredi après-midi. Je sais très bien que la fatigue normalement commence à se sentir, donc j'aimerais doublement vous remercier pour votre curiosité intellectuelle qui vous motive pour être encore là, pour essayer de débattre de la troisième session de ce colloque. Je ne vais pas trop m'accaparer la parole pour revenir normalement à l'enjeu, le but de l'intitulé de ce colloque. Je vais directement vers la troisième session. Dans la première et dans la deuxième, on a essayé de traiter, dans la première session hier, le système politique et son lien et sa relation avec le développement. Aujourd'hui, dans la matinée, on a traité dans une autre session les problématiques en fait, du développement territorial, en fait, les développements humains, son lien et sa relation avec les politiques de développement. Et aujourd'hui, en fait, dans cette session-là, on va essayer de se consacrer essentiellement à la politique économique et son lien avec le politique de développement. Pourquoi la politique économique? Je crois depuis les interventions d'hier matin, que ce soit au niveau des note speakers, on a insisté sur un point très important, que le développement c'est un processus qui est très itératif, qui est très complexe, dont l'objectif est essayer de tirer la société vers le haut, non seulement à travers ce qu'on appelle en fait l'aspect pécunier, l'aspect financier, l'aspect économique ou même l'aspect matériel, mais aussi, quand on parle du développement, il y a un aspect qui est immatériel à travers ce qu'on appelle le développement humain, des indicateurs normalement qui ne sont pas chiffrables, qui ne sont pas mesurables. Mais tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est d'accord que la matérialité, ce qu'on appelle la croissance économique, c'est une condition sine qua non. C'est quelque chose qui est incontournable parce qu'on ne peut pas faire le développement avec la pauvreté. On ne peut pas faire un développement avec la misère. Donc la croissance est une partie intégrante, c'est ce qu'on appelle le premier palier, c'est le premier niveau, sur lequel on peut édifier ce qu'on appelle un projet sociétal qui peut nous emmener vers ce qu'on appelle le développement sociétal en général. Et pour faire cette croissance, il y a des politiques économiques, ça veut dire qu'il y a des choix économiques qui vont nous permettre normalement d'assurer un certain minimum de richesse, de matérialité, et puis par la suite, il faut essayer de la répartir pour édifier le deuxième niveau et le troisième niveau, pour arriver vers ce qu'on appelle en fait même le soft power, le développement humain dans tous ses aspects. Sauf que cette politique de croissance qui est normalement supportée par ce qu'on appelle les politiques économiques, historiquement, en termes théoriques, on peut résumer toutes les théories, les réflexions autour de politique économique autour de deux niveaux. Il y a la fameuse théorie de Rostov qui consiste à dire que les politiques économiques, les politiques de croissance, c'est des étapes. Ça veut dire qu'il faut commencer par le commencement et puis progressivement, on va essayer de hisser à un niveau qui est élevé. Donc il faut faire ce qu'on appelle un cheminement, c'est un chemin faisant. Et puis nous avons normalement un deuxième courant de pensée en général, je vais essayer de synthétiser, résumer, qui s'appelle ce qu'on appelle la trappe de la croissance. Ça veut dire le fait même que certains pays se sont développés économiquement, ils ont déjà creusé un fossé, et puisqu'ils ne sont plus dans une situation stationnaire, eux ils sont en train d'évoluer. Même si nous, on fait une croissance économique, on ne peut jamais le rattraper. Donc en général, nous avons à peu près, pour essayer de résumer un petit peu les auteurs et les théories économiques, il y a une certaine voie, une certaine école au niveau de la pensée économique qui stipule qu'on peut atteindre le développement, mais bien évidemment on peut aller crescendo, étape par étape. Il faut assurer ce qu'on appelle les institutions. On va revenir avec la première intervenante sur l'organisation. Pour essayer de faire un petit peu simple, on a besoin des institutions, il faut clarifier le fonctionnement. C'est le rez-de-chaussée. Et puis on va essayer de construire un petit peu l'éducation, et puis on va faire de l'industrie, et puis on va faire de la technologie, et on peut arriver vers ce qu'on appelle le soft power. Et nous avons un deuxième volet, normalement, ce que je viens de vous dire, ce qu'on appelle cette trappe, ça veut dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Et puisque l'économie, en général, les autres pays développés ne sont pas dans un état stationnaire, c'est très très difficile de les rattraper, sauf si on arrive à faire ce qu'on appelle une rupture. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre les étapes, mais on doit normalement se hisser au niveau dans lequel ils sont, pour qu'on puisse normalement entrer en concurrence. Ça veut dire qu'il faut faire une rupture, il faut faire un travail en soi, et on n'est pas obligé normalement de cheminer, de faire le même trajet, de commettre les mêmes erreurs qu'elles ont commises. Je vous donne un exemple concret pour qu'on puisse un petit peu introduire en fait le débat qu'on va avoir cet après-midi. On n'est pas obligé de faire de l'industrie. Ça veut dire que nous sommes dans la quatrième révolution technologique, il y a beaucoup de personnes qui vous disent les pays en voie de développement, ils doivent miser énormément sur ce qu'on appelle en fait la quatrième révolution industrielle, et on n'est pas obligé de faire de l'automobile ou de l'industrie industrialisante, parce que c'est quelque chose normalement qui remonte au passé. Donc c'est cette trappe de croissance qui nécessite
normalement d'avoir un courage de faire la rupture et non pas faire en fait les étapes qu'a connues les autres sociétés ou les autres civilisations en général. Donc les 4 intervenants qu'on aura le plaisir d'écouter en fait cet après-midi, malheureusement ce qui était prévu dans le programme, c'est qu'on avait 4 interventions. Il y a une personne qui nous a envoyé un mail en fait cette matinée, il a eu un empêchement, elle a perdu quelqu'un, en fait elle a un enterrement, donc elle s'est excusée. La 4e personne normalement qui est censée intervenir pour nous présenter en fait un article sur l'attractivité des investissements dans des pays, des pays comme le Maroc et la Tunisie. Donc on a le privilège d'écouter 3 intervenants dont 3 sujets qui peuvent paraître un petit peu hétérogènes par rapport à ce qu'on appelle les politiques économiques, mais c'est quelque chose normalement qui concorde vers un élément qui est très important. On va donner la parole à mademoiselle Drissi Chouhadi Amina, qui va nous parler de quelque chose qui peut sembler rien à voir avec la politique économique, qui est question de normes. Or, ce que je viens de citer à l'instant, c'est qu'on ne peut rien édifier en termes de politique économique si nous n'avons pas une organisation, que ce soit au niveau administratif ou même au niveau entrepreneurial. Et c'est la raison pour laquelle elle nous vient pour essayer de faire une comparaison, une benchmark, je suppose, entre un pays, la Belgique, et le Maroc sur ce qu'on appelle les normes administratives, les normes IPSAS. Est-ce qu'on peut avoir une administration des institutions si nous n'avons pas un référentiel, normes? Si vous n'avez pas de normes, ça veut dire qu'on n'est pas organisé. On ne peut pas collecter des données, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Ça veut dire, grosso modo, est-ce qu'on peut assurer un développement, faire des politiques économiques, sans pouvoir de temps en temps aller jauger, aller évaluer, faire des assessments. Et donc les normes, elles servent à ça. Donc, encore une fois, le développement, c'est un processus qui est complexe, il y a l'interférence de beaucoup de choses. On ne peut édifier quoi que ce soit si on ne revient pas vers les racines, vers la profondeur, et la profondeur de toute organisation. Le minimum, c'est assurer ce qu'on appelle une cohérence, avoir des règles et des procédures qui sont très claires. Quand il y a quelque chose qui marche, on sait où on va toucher pour améliorer. Et peut-être normalement l'abroger pour passer à autre chose. Et donc c'est en cela qu'on aura la chance et le privilège d'écouter mademoiselle Amina Drissi Chouhadi qui vient nous parler un petit peu du recours aux normes internationales IPSAS. C'est des normes normalement qui permettent d'assainir la situation organisationnelle. Et elle va nous parler un petit peu du cas marocain en comparaison avec la Belgique. Elle a 2 intervenants, je crois que c'est des Belges, non? C'est des Belges qui ne peuvent pas être là, mais elle vient parler en leur nom. Donc vous avez la parole. Et s'il vous plaît, 15 minutes, parce que normalement on est censé libérer la salle dans 1h30. À vous la parole. Merci monsieur le modérateur, et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui afin de vous faire une brève présentation sur ma thématique, les conditions d'application des normes IPSAS au Maroc en comparaison avec la Belgique. Donc, déjà pour juste définir, ça veut dire quoi la nomination IPSAS, c'est International Public Sector Accounting Standards. Sont des normes dédiées au secteur public étant inspirées des IFRS, d'IAS qui sont appliquées au secteur privé. Donc, pour commencer, je commencerai par vous présenter le contexte et la problématique de notre recherche avant de vous en exposer le déroulement. Et je terminerai cette présentation par vous indiquer que cette recherche nous apporte ses limites et ses perspectives d'avenir. Alors, quel est le contexte de notre recherche? L'administration du Maroc connaît des difficultés d'organisation, de contrôle et de financement. Une réforme comptable est nécessaire pour apporter plus de transparence et de sincérité, et les IPSAS sont considérés dans le marché mondial comme la bonne solution. Tous ces éléments relèvent de la bonne gouvernance. Notre problématique est de voir si le recours aux normes IPSAS est bien la clé de la bonne gouvernance que nous souhaitons. Alors, nous allons donc procéder à un diagnostic de l'administration marocaine. Il y a pas mal de questions qui se posent sur les atouts et les inconvénients, sur les limites et les défaillances. Est-ce qu'il faut adopter les normes IPSAS in extenso ou bien les adapter au contexte du pays? L'expérience étrangère est sans doute intéressante. C'est pour cela que nous avons décidé de procéder à une étude comparative. Comment s'est déroulée notre recherche? D'abord, nous avons choisi le domaine de recherche. Ensuite, nous avons procédé à une étude socio-historique, une analyse de systèmes comptables et des textes légaux. Les hypothèses que nous avons émises ont été analysées selon une méthode que nous vous présenterons, ainsi que leurs résultats. Notre choix, alors,
Notre choix de domaine s'est porté sur la Belgique, qui présente certaines similitudes avec le Maroc. Alors, la Belgique est au cœur de l'Europe et le Maroc en rapport étroit avec l'Europe. Les deux pays sont des royaumes. L'application des normes IPSAS est encore partielle dans les deux pays. Un découpage administratif est inférieur. Si on compare le contexte des deux pays, on voit cependant que la mise en œuvre des IPSAS est centralisée au Maroc et décentralisée en Belgique. Qu'une seule loi réagit à la situation marocaine alors qu'une multitude de textes existent en Belgique. L'Europe a une influence sur les deux pays. Il n'y a qu'un outil informatique au Maroc, par contre il y en a plusieurs en Belgique. Enfin, le pouvoir de décision est centralisé au Maroc, mais pas en Belgique. Pour tenter de comprendre comment les deux pays ont parvenu à la situation actuelle, nous avons mené une étude socio-historique. Pour le Maroc, nous avons relevé les 4 périodes essentielles. C'est le pré-protectorat, où l'administration est traditionnellement basée sur la religion, le protectorat sous tutelle de l'administration française et l'indépendance qui a vu naître une administration nouvelle et plus récemment des lois plus précises. En Belgique, les réformes successives ont abouti en 2001 aux accords de Lambermont qui ont assis le pouvoir des régions et des communes. Après notre étude socio-historique, nous avons procédé à une analyse comparative des systèmes comptables. En Belgique, la réforme Copernic de 1999 indique les principes fédéraux de l'administration, tels que la structure, la gestion des ressources humaines, une méthode de travail avec une comptabilité en partie double et une comparabilité des états financiers. Au Maroc, la réforme de 2011 invite l'administration à s'engager dans un système de comptabilité d'entreprise efficace, efficient et transparent, empreint également de bonne gouvernance avec une bonne information financière et surtout avec un nouveau management public. Le recours aux normes IPSAS se présente comme la solution. Alors, quand on examine les textes légaux, on constate qu'en Belgique, la loi cadre est déclinée dans les régions et les communautés, alors qu'au Maroc, la seule loi organique de 173 est applicable partout au Maroc. Pour répondre à notre question de recherche, celle de la recours aux normes IPSAS est-il la clé d'une bonne gouvernance? Nous avons comparé par une revue de littérature l'évolution socio-historique, le cadre légal et le fonctionnement comptable de la Belgique et du Maroc. Cette comparaison nous a permis de présenter l'hypothèse principale suivante qui indique la situation d'un pays influence fortement les conditions d'application des normes IPSAS. Nous avons procédé également à une méthodologie, un positionnement épistémologique. Nous avons choisi un paradigme constructivisme, parce que le thème est original et il y a peu d'études qui ont été travaillées ou bien conduites sur le sujet. Notre mode de raisonnement basé sur une revue de littérature et sur l'analyse de terrain, et c'est une hypothético-inductive. Notre recherche comporte 3 phases. Une étude qualitative, qui est une phase d'exploration, une étude intermédiaire de quantification qui nous a permis d'affiner nos hypothèses, et enfin une étude quantitative de confirmation des hypothèses. Pour l'étude qualitative, tous les experts IPSAS ont été interviewés. En Belgique, selon les régions, les communautés, la Banque nationale et la Cour des comptes. En Maroc, le Trésor général, la Cour des comptes et les régions. L'enquête a été réalisée par des entretiens directifs, individuels et semi-directifs, enregistrés, analysés et quantifiés. Et les résultats de cette quantification nous a permis d'affiner nos hypothèses. Alors, après ce travail, nous avons affiné notre hypothèse principale par les sous-hypothèses suivantes. Le facteur culturel influence fortement les conditions de mise en œuvre des normes IPSAS. Le facteur géographique influence fortement également les normes IPSAS, l'application, les conditions de mise en œuvre des normes IPSAS. Le facteur politique et ainsi le facteur économique. Notre étude quantitative est basée sur recommandations des experts interrogés durant l'étude qualitative. Nous avons pu contacter la totalité des personnes concernées par les normes IPSAS, tant en Belgique qu'au Maroc. Au total, ce sont donc de plus de 400 personnes interviewées face à face avec des questionnaires préalablement testés par les experts. Les résultats obtenus sont de plus de 88% des interviewés qui ont été traités selon
le modèle de régression linéaire comme le préconise la recherche. Alors, en passant aux synthèses et discussions de nos résultats, l'influence de la situation d'un pays indique que plus on tient compte le facteur culturel, plus on tend vers une bonne mise d'application des normes IPSAS. La proximité géographique, qu'elle soit géographique en Belgique ou institutionnelle comme au Maroc, favorise le développement des IPSAS dans ces pays. On peut penser que la Belgique et le Maroc influenceront de la même façon les pays limitrophes. Le volontarisme politique s'avère déterminant pour la mise en application des normes IPSAS, qu'il s'agisse d'un objectif commun à plusieurs entités décisionnelles, comme en Belgique, ou d'une décision centralisée, comme celle du Maroc. Et l'exigence de la mondialisation ont influence indiscutable sur la situation économique des pays étudiés. On suppose que la mondialisation exerce la même influence sur l'ensemble des pays du monde et sera sans doute difficile dans l'avenir d'échapper à une normalisation universelle. Les limites de la recherche. Durant notre recherche, nous avons constaté des limites. Il a paru que la valorisation de patrimoine présente des difficultés exécutives et qu'il fausse des résultats comparatifs. Entre les pays appliquant les IPSAS, comment comptabiliser la valeur des monuments historiques, celles comme la Grande Place de Bruxelles ou bien Sheila. Ces patrimoines constituent néanmoins une source de financement pour les États, et le de même des routes, des travaux de recherche, des œuvres d'art, etc. Deuxième limite, c'est que notre recherche nous a permis de comparer deux pays où l'application des normes IPSAS est en cours de développement. Alors, nous ne pouvons pas comparer les économies de deux pays. D'autres études seront nécessaires lorsque les IPSAS seront effectivement en application et qu'on s'assure que la comparabilité économique apportée par les IPSAS. Dans l'avenir, alors là j'ai signalé un mot qui s'appelle la généralisabilité. Et la généralisabilité de mon modèle de recherche le suivant. C'est ça mes perspectives d'avenir. Pour que je puisse terminer, voici comment nous imaginons la généralisation ou la généralisabilité de prochaines des normes IPSAS dans le monde. La question reste ouverte et posée quant à la possibilité de comparer les économies des pays. Je vous remercie. Moi, je termine ma présentation. Merci. Merci, mademoiselle Amina Chouhadi, pour votre présentation, qui est au moins comme premier mérite, parce que de toute façon, sûrement ça va soulever quelques questions, quelques interventions, d'avoir au moins respecté d'abord le temps. C'est déjà quelque chose qui est très important. Bien évidemment, moi je ne poserai pas de questions, mais pour essayer de synthétiser, on parle des normes. Mais problématique majeure, est-ce qu'il y a moyen normalement de faire cette similitude entre deux pays normalement diamétralement opposés à tous les niveaux culturellement, parce que même les hypothèses que vous posez, c'est les facteurs, les hypothèses culturelles, économiques et politiques et géographiques, est-ce que normalement on peut transposer pour faire en fait ce benchmark ou cette comparaison entre les deux? Et deuxième remarque majeure, peut-être on va en parler par la suite, quand on parle de la norme, en général, c'est pour justement éviter en fait ces hypothèses. Donc les hypothèses, c'est comme c'est des hypothèses triviales, puisque quand on pose normalement des normes, c'est pour éviter l'influence de la culture, de l'économique, et on rentre dans la professionnalisation qui est un standard. Indépendamment du pays, on va appliquer la même chose. Quand on dit par exemple la norme de McDo comme organisation, quand on dit la norme au niveau de l'aviation, indépendamment de la personne qui a une culture ABC ou des facteurs économiques, il est obligé d'exécuter la même chose pour qu'on puisse normalement mesurer les choses. Donc si on dit qu'il y a des hypothèses qui influencent la mise en place des normes, ça veut dire les normes en elles-mêmes, elles n'ont pas un point et un facteur très important pour hisser l'organisation vers un milieu professionnel, et on va rester normalement sur l'amateurisme. Parce qu'en fait, les normes, quand ils s'imposent, c'est juste pour éviter l'interprétation de la culture, de l'économie, de la géographie et le reste. Sûrement, on va revenir sur ça, sur le débat. Merci, mademoiselle Amina, pour votre présentation. Je donnerai la parole, là, sur un autre registre. Monsieur Amli Lhsen va essayer de nous parler un petit peu de l'investissement au Maroc. L'investissement, je crois, en termes macro et en termes micro, il va essayer de nous faire toute une synthèse. Je sais que c'est un sujet
une thématique qu'il a fait, en fait, juste entre rappel, il a fait 2 ouvrages sur la question, en fait, ils sont là au niveau de votre... Ils sont là, sur le stand là. Donc pour essayer de résumer, en fait, toute la problématique de l'investissement au Maroc, en 15 minutes, ça doit être un challenge. Et... Rapidement, la courtoisie, la faute. Rapidement, je sais qu'en termes de 2 jours, on est carrément épuisé, moi personnellement, ah aussi. C'est pourquoi je me donne uniquement 2 minutes, je n'ai pas la force de parler. Voilà, j'ai 2 points ou 3 si vous voulez, à Najib Razdan. On t'écoute. Avant l'organisation du colloque, on hésitait, parce que sincèrement, le colloque, c'est accaparant, c'est stressant. Ça demande beaucoup de moyens, humains, matériels, etc. Et j'hésitais, et on hésitait à l'organiser. Je disais même à mes collègues et amis, peut-être que ça sera le dernier colloque, vu l'importance de l'événement. Mais je ne regrette rien, moi personnellement. Moi personnellement, je ne regrette rien dans la mesure où il y a eu la qualité. Moi personnellement, je ne regrette rien. Non, c'est-à-dire que l'appréhension que j'avais au départ a été agréablement récompensée par la qualité des intervenants et la présence aussi et la qualité des intervenants. Vous savez qu'on a fait un appel à la contribution. Et il y a eu une trentaine. 25 ont été retenus. Et sur les 25, il y avait 9. Et la plupart, c'est, à part le groupe, à part les intervenants qui font partie de la revue des structures Diana, il y avait les jeunes. Et moi, personnellement, je crois que c'est partagé comme avis. On a été agréablement surpris par... Donc, c'est la relève, Inch'Allah, de cette structure. Et donc, je vous invite à garder contact avec le groupe, avec la revue, avec la page. Et j'y arrive à la page et au site. C'est pourquoi donc la transition pour le colloque ou non, cette année, nous, dans le groupe, moi je crois, c'est la thèse ou l'idée que je vais défendre auprès des amis, c'est de se contenter à des petites, des tables rondes qu'on faisait dans le temps, 3 à 4 par an, plus de colloques. Personnellement, je ne suis pas disposé à organiser un colloque. Donc, les tables rondes, on programme entre 3 à 4 sur une année, et les publications 2 à 3 qui sont programmées. Voilà pour... il y a un point important que j'ai oublié, je le fais systématiquement au niveau de l'ouverture. J'ai remercié les institutionnels, c'est-à-dire la fac, l'université, la fondation, etc., le CIRPEC. J'ai remercié les intervenants, les collègues qui ont répondu positivement à notre appel et à notre invitation. J'ai oublié l'essentiel. À mon avis, c'est l'équipe des étudiants. Mes amis, non, je le fais systématiquement, je l'ai dit d'une manière, mais ce n'est pas suffisamment. Je voulais citer, je risquais d'oublier des noms, mais je le réitère. D'ailleurs, je le fais systématiquement, après chaque activité, j'envoie un message personnalisé au groupe d'étudiants. Maintenant, ce n'est pas uniquement mes étudiants de la structure diplomatique, ou du master diplomatique, mais aussi ceux de ces Omar Hennis et vous-même et d'autres qui ont conjugué leurs efforts pour faire de cette activité une activité réussie. Donc, pour que cet effort, cet investissement intellectuel et universitaire académique ne se perde pas, qu'il y ait, à part la publication, évidemment, ça c'est une règle chez nous, c'est-à-dire que toute activité est sanctionnée par une publication, on le fera.